présenter une communication qu'on a préparée avec Sophie Rétif, qui est collègue à Géolab avec moi. Donc moi je suis... Non, c'est bon. Donc moi je suis économiste et elle est sociologue. Donc je voulais... en fait déjà c'était un... Je voulais commencer en signalant qu'on a a priori peu de chances de bosser sur le capital environnemental si on n'était pas venu à Géolab. Notamment parce que donc, Sophie elle a fait sa thèse avec Éric Neveu, qui justement était, on va dire que vous l'avez cité de la première communication, qui plutôt mettait en doute sur la prolifération des usages, des nouveaux types de capitaux. Donc elle n'était pas vraiment incitée à aller dans ce sens-là, et moi plus encore. Je suis donc en économie, on va dire que le capital c'est vraiment un gros mot. Les économistes, il y a les orthodoxes et les hétérodoxes. Donc moi j'ai fait ma thèse avec des hétérodoxes et je suis plutôt moi-même aussi. Et le capital c'est vraiment donc un gros mot, c'est vu comme un outil d'économicisation du monde. C'est-à-dire que le capital c'est quand on découpe le monde en petits bouts, qu'on va ensuite réorganiser selon une logique économique et financière par opposition à des logiques sociales, naturelles et culturelles. Ça veut dire que on va être plutôt en opposition avec le discours qu'on est en train, ce qui nous intéresse ici sur les questions de patrimoine, de durabilité, etc. Donc moi quand je suis arrivé dans ce laboratoire, j'ai vu qu'il y avait donc une licence et un master valorisation du patrimoine, donc ça correspondait plutôt justement à une réaction d'un certain nombre d'économistes qui disent il ne faut pas parler de capital parce qu'on est d'emblée dans une logique d'impérialisme économique si on parle de capital, donc on va plutôt parler de patrimoine. Et puis en même temps, donc, le côté labo qui utilise la notion de capital environnemental. Donc dans un premier temps, je me suis un peu méfié, on va dire, c'est-à-dire que est-ce que c'était là un élément supplémentaire d'impérialisme économique voilà. Mais en fait, j'ai surtout remarqué que il y a quand même une certaine étanchéité dans les disciplines, effectivement, dans le sens où finalement ces débats qu'on a chez les économistes, ils me paraissaient totalement ignoré chez les géographes, donc voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'économistes dans la salle et que je ne serai pas dénoncé. Donc je vais poursuivre. Voilà. Donc on a choisi dans un premier temps, ça va peut-être un petit côté un peu artificiel, dans un premier temps, c'est donc pour des raisons institutionnelles qu'on a choisi d'utiliser le capital environnemental. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel on avait identifié un besoin quand on travaillait sur les circuits de proximité, donc j'en viens au sujet. Mais c'était du coup pour, voilà, comme on est dans une équipe capital environnementale, on fait peut-être plus en termes de recherche fondamentale, on va se demander est-ce que cette notion-là, si on la prend, si on essaie de la coller sur nos thématiques de recherche actuelles, où est-ce que ça nous mène? Donc c'est dans le cadre d'un travail d'un observatoire des circuits de proximité qu'on a mis en place, où on essaie de beaucoup diffuser les connaissances qui sont produites en Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes sur les circuits de proximité à destination des acteurs, que ce soit les connaissances qui sont produites par les universitaires, mais les connaissances produites également par les partenaires, les organisations de producteurs, les consommateurs, les collectivités, etc. Donc pour ça, c'est vrai que les notions qu'on a vues de convertibilité, de champ, de matériaux pour la production, de typologie des valeurs, etc., il me semble que ça peut nous aider dans ces démarches de vulgarisation des connaissances en produisant des repères qui puissent donner à penser en dehors du simple champ scientifique. Donc on a surtout essayé de travailler sur la présence des valeurs environnementales dans les circuits de proximité agroalimentaire. Donc on prend les circuits de proximité au sens large, ça peut être simplement la proximité géographique, donc le fameux 80, 100 ou 100 km autour du lieu de consommation, ou ça peut être les proximités relationnelles, c'est-à-dire le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre le consommateur et le producteur. Pour ce travail, on a principalement réexaminé les matériaux qu'on avait recueillis préalablement dans un travail où on cherchait à analyser quelles sont les représentations que les acteurs ont des circuits de proximité. Donc on mobilise en premier lieu un corpus de 40 entretiens qui ont été réalisés en 2010 et 2011 avec différents acteurs des circuits de proximité dans la région Limousin. Donc par circuit de proximité, je vous précise peut-être un peu plus, on entend aussi bien les AMAP que la restauration collective, que les produits locaux qu'on a en grande surface. Donc c'est
une variété assez importante de modes de vente. Donc principalement ces entretiens, mais ensuite donc auprès de collectivités locales, d'associations de développement rural et agricole, de commerçants, d'artisans, de consommateurs et de producteurs. Et on complète par d'autres données, notamment les résultats d'une enquête menée en 2011 avec la DRAF, plutôt statistique sur les données statistiques sur les 550 exploitants qui commercialisent en circuit court, et puis différents entretiens et observations recueillis dans le cadre d'enquêtes de moins d'ampleur, ou en tout cas qui n'étaient pas exclusivement consacrés au circuit de proximité. Donc dans un premier temps, j'ai présenté la place de l'environnement dans la construction d'une distinction entre les circuits courts et l'agro-industrie. Dans un deuxième temps, on s'interrogera sur le fait qu'en fait, il y a plutôt une faible présence dans les discours sur les circuits de proximité de la notion d'environnement. Et enfin, on essaiera de voir si, malgré tout, en quoi les notions d'environnement sont néanmoins présentes dans les circuits de proximité et comment elles s'articulent avec les capitaux économiques, sociaux ou culturels. Donc, premier élément, donc, les circuits de proximité sont des pratiques de commercialisation qui sont très citées médiatiquement. Donc, chaque acteur a des représentations particulières avec un chargé vraiment d'univers de sens. Cet univers de sens se construit notamment dans une opposition à l'agro-industrie. Donc, au cours des dernières décennies, plusieurs dimensions de cette agro-industrie ont été constituées en problèmes publics, donc avec les pratiques de l'agriculture intensive, qui poseraient tout d'abord des problèmes graves pour la santé des consommateurs, donc crise sanitaire, comme pour celle des producteurs avec les maladies professionnelles. Ces pratiques seraient ensuite nuisibles à l'environnement, elles appauvriraient les sols, menaceraient certaines espèces animales comme les abeilles, produiraient beaucoup de gaz à effet de serre, etc. Et donc justement, les circuits de proximité agroalimentaire pourraient constituer une solution à l'ensemble de ces problèmes. Donc là, on a focalisé sur les problèmes environnementaux, mais il y a aussi tout un tas de problèmes sociaux du type l'exclusion des producteurs et problèmes économiques du type manque de revenus et pauvreté agricole. Et donc avec un instrument un peu miracle, les circuits de proximité, qui permettrait de répondre à tous ces problèmes. Donc, les circuits de proximité sont un peu parés de toutes les vertus qu'on peut leur trouver, et notamment ils sont politiquement et médiatiquement identifiés à une agriculture plus raisonnée, utilisant moins d'intrants et reposant sur des pratiques plus respectueuses de l'environnement et de la santé, au moins dans les représentations. On constate d'ailleurs que les circuits de proximité sont corrélés avec l'agriculture biologique. Si on prend le Limousin, il y a 3% des exploitations agricoles qui pratiquent l'agriculture biologique en Limousin, et ce ratio monte à 30% si on prend uniquement la population de ceux qui y vendent en circuit de proximité. Donc voilà, bien que le poids des agriculteurs en agriculture biologique soit multiplié par 10 quand on passe de l'ensemble de la population agricole à simplement la sous-population qui pratique les circuits de proximité, on voit qu'il reste quand même un tiers, donc pas marginaux mais minoritaires. Ensuite, un autre argument, c'est la réduction du nombre de kilomètres parcourus par les produits agroalimentaires permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est parmi les vertus, donc qui ne sont pas forcément vérifiées, on en reparlera un peu plus tard, mais qui sont souvent mises en scène de manière plus ou moins spectaculaire ou exagérée. Donc évidemment, c'est un peu moins présent dans les supermarchés, mais si on prend l'autre extrême, la charte des AMAP, dans la charte, il y a marqué « Nés en réaction aux dérives de l'agriculture productiviste et des circuits classiques de distribution, les AMAP ont pour objectif de maintenir une agriculture de proximité respectueuse des hommes, de l'environnement et de l'animal, en référence aux fondamentaux de l'agriculture biologique. » Donc ils espèrent qu'il y a une forte proximité entre agriculture biologique et circuits de proximité, et fournissant une alimentation de bonne qualité gustative, sanitaire et environnementale. Donc a priori, le champ de l'environnement semble stratégique pour les circuits de proximité, au moins quand on regarde au niveau médiatique. C'est systématiquement sous cet angle-là qu'ils sont présentés. Maintenant, quand on prend le temps de discuter pendant une heure et demie avec un certain nombre, la quarantaine d'acteurs dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte que les institutionnels, notamment les collectivités, parlent pas mal d'environnement. Mais déjà, si on va du côté des organisations professionnelles agricoles, elles en parlent beaucoup moins. Et pour le coup, si on va du côté des consommateurs, des producteurs, des artisans, des commerçants, etc., ça disparaît quasiment.
Donc effectivement, c'est relativement contre-intuitif par rapport à ce qu'on observe dans les médias, un peu comme si il y aurait cette opportunité de s'appuyer sur cet élan médiatique et finalement on en parle peu dans la pratique. Par exemple, la référence à l'agriculture biologique est souvent remplacée par une approche en termes d'agriculture raisonnée dans les initiatives collectives et dans les discours, dans le souci de ne pas exclure les non-bio des démarches de circuits de proximité. Donc ça c'est quelque chose, on retourne un peu peut-être sur ce qu'on voit dans les initiatives citoyennes avec les acteurs sont assez conscients du risque de naviguer entre soi, c'est-à-dire que les circuits de proximité ne soient que pour les capitaux sociaux supérieurs, un peu comme pour les initiatives citoyennes. Et du coup, ils vont éviter peut-être de trop mettre en avant le bio, notamment pour se dire, pour éviter d'engendrer des dynamiques d'exclusion. Ils ont bien conscience que les capteurs environnementaux, c'est peut-être un truc voilà, qui est peut-être plus d'une catégorie socio-professionnelle. Et donc, ils vont délibérément mettre un peu la pédale douce sur l'agriculture biologique en disant oui, bon, on va essayer d'en faire un peu, mais il ne faut pas non plus. On est là aussi pour aider les agriculteurs, donc on ne va pas non plus trop les contraindre, les emmerder avec ces histoires-là. Et puis on ne va pas non plus exclure des consommateurs sous prétexte qu'ils ne seraient pas si bio que nous. Donc on constate aussi une prudence à ne pas donner une place excessive aux questions environnementales dans les circuits de proximité. De la même manière, les valeurs et représentations relatives à la santé sont très peu évoquées. Et lorsqu'elles le sont, elles peuvent être fortement articulées à la question de l'environnement, mais aussi à être quasiment opposées. Par exemple, une maraîchère de Haute-Corrèze parlait ainsi de la santé comme d'un enjeu individuel et égoïste, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt gommer cette manière-là de présenter les dimensions environnementales. Ensuite, parfois certains vont parler de sécurité, notamment à propos de la viande, mais voilà, encore une fois, on a des manières d'aborder les circuits de proximité qui touchent un peu à la question environnementale, mais c'est toujours un peu périphérique et on n'aborde jamais la question environnementale de front dans les articles qu'on a pu observer, les entretiens qu'on a pu réaliser. Quand on détaille un peu, notamment du point de vue des consommateurs, encore une fois, il y en a on sent qui n'osent pas forcément interroger les producteurs sur leur mode de production. On va leur demander mais qu'est-ce que vous en savez sur effectivement s'il y a un respect de l'environnement, est-ce que le mode de production est biologique, etc. Donc quand le mode de production est biologique, bon, ça les rassure plus ou moins, même s'ils ont un doute sur la pertinence des labels. Mais quand le mode de production n'est pas biologique, on sent qu'ils n'osent pas trop embêter donc on évite justement le conflit potentiel. On sait que l'environnement peut être générateur de conflits, et donc on va éviter d'entrer en conflit avec le producteur parce que justement ce qui nous intéresse c'est plutôt de sympathiser avec lui, donc la dimension sociale. Et encore une fois, on voit que la dimension sociale va peut-être s'opposer à la dimension environnementale, puisqu'on ne veut ni exclure, ni entrer en conflit avec le producteur, donc on est prêt du coup à mettre la pédale douce sur la dimension environnementale. Alors néanmoins, on sent que c'est quand même une préoccupation, même si que l'environnement est quand même une préoccupation, même s'il ne l'aborde pas directement et s'il y a une gêne autour de l'environnement. Et on sent que plutôt que de poser les questions, les consommateurs vont chercher à identifier des signes qui vont pouvoir signifier une proximité à la nature et sans les obliger à s'affronter à la question environnementale. Donc, dans les entretiens, on tombe souvent sur les fameuses taches sur les pommes, donc ils vont rassurer en disant bah, s'il y a des taches, c'est probablement qu'elles sont moins traitées. Au point que le producteur de pommes auquel on s'approvisionne à Géolab, il a jugé nécessaire d'ajouter un PDF qui répond à plein de questions que les consommateurs, notamment nous posons, pour expliquer que si les pommes ne sont pas tachées, c'est pas forcément qu'il les a traitées, mais c'est juste qu'il veut vendre des bons produits, et donc il enlève les pommes tachées et les pommes pourries pour en faire autre chose du jus. Et donc, voilà. Il a dû répondre en fait aux consommateurs qui se disaient mais en fait c'est suspicieux, vos pommes elles sont pas sales, donc probablement qu'elles sont pas bio. Également les limaces dans la salade, c'est quelque chose qui rassure les consommateurs. Ça doit être forcément que les salades sont peut-être moins traitées s'il y a des limaces. Quand l'espèce qu'on va consommer, par exemple des vaches de Highland, elles sont rares, on se dit bon bah là aussi lui il n'est pas dans une démarche productiviste. Des légumes mal lavés, bon, on se dit bon au moins ils ont été cultivés, ils n'ont pas été cultivés hors sol.
Si on retrouve des planches de bois pour les étagères des magasins, bon, on se dit bah, peut-être qu'ils rejettent un peu le plastique, donc bon, ça rassure également. Voilà. Donc, en retour, les producteurs s'efforcent souvent de mettre en avant ces signes, et donc sont obligés de se justifier s'ils ne les mettent pas en avant, avec l'histoire des taches sur les pommes. Et donc il y a un certain nombre de signes partagés, mais qui sont plutôt des signes tacites, c'est-à-dire qu'on ne va pas les aborder frontalement, et donc on en parle peu dans les discours. Donc des signes partagés tacites entre les acteurs, de ce qui fait la différence entre l'agro-industrie et les façons de produire propres au circuit de proximité. Donc maintenant, la dernière partie, c'était de voir si, justement comment ces dimensions environnementales sont mobilisées. Alors le premier élément, c'est si ce sont des signes partagés mais tacites, on comprend bien qu'il est nécessaire d'avoir un capital culturel important pour pouvoir s'en saisir. Donc c'est quelque chose qu'on avait travaillé dans des précédents articles sur ayant identifié que les consommateurs en circuit de proximité sont de catégorie socio-professionnelle supérieure, que les producteurs en circuit de proximité sont également souvent plus diplômés. C'est l'hypothèse que pour un producteur, pour qu'il arrive à trouver sa clientèle, il faut déjà qu'il puisse être dans les bons réseaux, donc avoir un capital social pour toucher cette clientèle un peu plus aisée, mais surtout après, une fois qu'il l'a touché, il faut qu'il sache lui parler. Donc il faut qu'il sache trouver le bon niveau de communication en disant oui, ne vous inquiétez pas, je prends bien en compte l'environnement, mais de le faire de manière pas trop brutale, parce qu'on a vu que c'est quand même à la fois on veut aller vers l'environnement, mais en même temps on essaie que ce ne soit pas l'argument forcément dominant dans les circuits de proximité. Donc on retrouve des travaux du coup, sur la notion de distinction forcément chez Bourdieu, donc d'ailleurs Bourdieu insistait beaucoup sur l'alimentation dans son ouvrage, en disant qu'on peut avoir du goût voilà, pour des produits, et donc le fait d'avoir du goût, c'est quelque chose qui n'est pas carré comme on a un label ou un truc comme ça, c'est plus nuancé, c'est plus fin. Donc on voit qu'il ne faut... ça permet de s'orienter dans le capital culturel va aussi permettre de s'orienter dans des débats relatifs aux valeurs et enjeux environnementaux, mais il faut le faire de manière assez fine, donc ça nécessite d'avoir un certain capital culturel, enfin une certaine aisance dans ces thématiques. Il ne suffit donc pas d'avoir une ressource environnementale, donc une vieille ferme, un beau paysage, etc., pour en faire un capital environnemental susceptible d'aider au développement de certaines activités sur une exploitation, type activité de gîte, de chambre d'hôte, de visite à la ferme. Donc il faut pouvoir accéder aux consommateurs susceptibles d'être intéressés par ces activités et savoir leur parler. Donc la détention de capitaux culturels et sociaux permet de convertir le capital environnemental en capital économique. Maintenant, si on essaie de s'intéresser au lien direct qu'il y a entre capital économique et capital environnemental, il ne va pas forcément dans le même sens, en tout cas il n'est pas aussi univoque, notamment parce que parmi les signes de proximité à la nature qui sont attendus par les consommateurs, on trouve la dimension artisanale, petite, moins riche des exploitations. Donc dès qu'il y a un peu trop de richesses qui sont mises, en tout cas un certain type de richesses qui sont mises en évidence, le producteur risque de se couper un peu de ses consommateurs qui, un peu comme pour l'absence de taches sur les pommes, vont peut-être se méfier. Mais en même temps, si le gros tracteur investissement coûteux n'est pas particulièrement valorisé par la clientèle des circuits de proximité, la belle pierre et donc la dimension esthétique des exploitations peut relever de capital culturel, c'est-à-dire savoir mettre en avant la belle charrette bleue à l'entrée, etc. Mais peut aussi nécessiter des investissements importants dans la pierre qui peuvent être plus coûteux. Donc ces premiers éléments d'analyse permettent de mieux comprendre la surreprésentation des consommateurs et des producteurs disposant de capitaux culturels et supérieurs, Donc, mais par contre, je voulais juste nuancer, il y a bien une surreprésentation de ces catégories socio-professionnelles supérieures, mais elles sont loin d'avoir le monopole. C'est-à-dire que le niveau de surreprésentation mesuré par les diplômes confirme qu'il y a quand même la présence des ouvriers employés côté consommateurs, et de la même manière que les agriculteurs biologiques sont plus nombreux qu'en tout mode de vente confondu, mais restent minoritaires, eh bien les agriculteurs plus diplômés sont plus nombreux, mais ils restent quand même minoritaires parmi les agriculteurs en circuit de proximité. Donc on a une surreprésentation, mais loin d'avoir un monopole. Donc en conclusion,
savoir en quoi cet angle d'attaque sur le capital environnemental nous a permis d'apporter sur l'analyse des circuits de proximité. Ça nous a permis notamment de nous interroger sur comment la place des valeurs environnementales va évoluer. On est un peu dans cet entre-deux où on voit que l'environnement est présent, mais il est présent un peu en filigrane. Et est-ce qu'il pourrait, comment il va évoluer? Est-ce qu'il va rester en filigrane comme ça? Est-ce qu'il va plutôt disparaître avec une banalisation des circuits de proximité? Ou est-ce qu'il va, investir fortement sur l'environnement, ça va être une stratégie pour maintenir une spécificité des circuits de proximité? Donc pour l'instant, on a parlé de circuits de proximité comme un tout, bon, un peu comme si c'était homogène. Alors justement, avec la question de l'environnement, on va peut-être aboutir à un éclatement des circuits de proximité, avec certains circuits de proximité qui vont justement vouloir résister à la banalisation façon grande surface, et qui vont du coup peut-être se surdifférencier en disant ouais, mais non, on a un ensemble de valeurs, y compris l'environnement. Mais la tendance lourde peut-être des circuits de proximité, c'est peut-être de faire disparaître encore un peu plus la place de l'environnement dans les discours et dans les pratiques réelles. Notamment si on interroge actuellement les administrateurs de Manger Bio Limousin qui fournissent la restauration collective, ils sont particulièrement inquiets sur le fait que donc, les régions et les départements exigent d'arriver à un taux élevé d'approvisionnement en circuits de proximité. Donc ils vont mettre en place des plateformes qui ne seront pas spécifiquement bio, et donc des pionniers des circuits de proximité qui étaient souvent en agriculture biologique risquent de se faire évincer, de perdre leur partenariat qu'ils avaient avec les collèges et les lycées. Alors il y a moins de risques au niveau des cantines municipales puisque c'est pas aussi centralisé, il n'y a pas que les collèges et les lycées. Mais il y a cette crainte, c'est-à-dire que les bio qui étaient un peu pionniers dans les circuits de proximité se fassent progressivement évincer. Voilà, en disant que le plus important c'est l'emploi, la rémunération, le maintien de l'argent dans un même territoire, donc l'économique ou le sociopolitique avec la lutte contre les exclusions, la curiosité, la transparence dans l'information. Mais finalement, le côté environnement, bon, on est prêt à tirer un trait dessus. Voilà. Donc cette faible place du bio ne serait pas cependant absence totale des préoccupations environnementales, notamment parce qu'il y a une autre valeur environnementale qui pourrait être mise en avant, c'est la question des transports. Donc, notamment si on améliore la logistique à l'échelle d'un territoire pour l'approvisionnement local, on aura donc moins de camions, de camionnettes, de vieilles camionnettes qui circulent à moitié vides et qui ont donc un impact environnemental important. Les premières études qui sont sorties par l'ADEME et puis par divers chercheurs comme Mundler et Redlingshofer sur l'impact en termes de gaz, du transport, dans la mesure de l'impact du transport dans les circuits de proximité, ont montré qu'en moyenne les circuits de proximité n'étaient pas meilleurs parce que la logistique était loin d'être optimisée. Donc si à l'inverse on va vers des plateformes, peut-être que les circuits de proximité vont effectivement devenir meilleurs en termes de transport. Donc on conserverait une dimension environnementale dans les circuits de proximité, mais cette question du transport, c'était de loin la moins citée dans les entretiens. Donc voilà, on s'interroge vraiment sur la place de l'environnement dans les circuits de proximité. Voilà, voilà. Et donc,